Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau talk de la Product Week Winter Edition. Donc, je m'appelle Hugo Gessmann, je suis le fondateur de Tiga et qui est un des co-organisateurs de cet événement aux côtés de la BPI. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 3 personnalités produits pour un talk qui va être dédié aux relations étroites qui sont entretenues entre les product people et la tech en général, mais on parlera aussi des relations entre les product people et les gens de la tech, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc vous connaissez le principe de ces talks de la Product Week. Vous posez toutes les questions que vous souhaitez dans l'outil et dans l'onglet qui est dédié et on y répondra lors de la session de Q&A à la fin de notre échange. Alors avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir autour de ce feu de cheminée Arthur. Je commence par toi, qui est CPO de JobTeaser et qui est un peu un habitué de la Product Week. Parce que, oui, je commence à avoir mes marques. Voilà, parce que c'est la 2e édition, donc on peut dire que tu as fait 100% des éditions. Bravo. Merci pour cette fidélité. C'est toujours un plaisir. Merci de m'avoir invité à nouveau. On a Arnaud qui est avec nous, qui est, je regardais, défini comme Principal Product Manager. C'est très chic comme terme, le Principal. Donc chez Screen, tu nous parleras un petit peu plus de la boîte tout à l'heure. D'ailleurs, je vous demanderai à tous de préciser un peu vos boîtes parce que ça a de l'importance dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et enfin, je finis par toi, mon cher Lucas, qui est un peu une figure de la communauté produit française, un historique, donc qui est PM chez Algolia et avec qui j'ai la chance d'organiser depuis des années la Product Conférence qu'on espère revoir peut-être un jour. Si un jour on a le droit de raccourcir la distance qui est entre nous aujourd'hui et de se réunir dans une salle. Voilà, exactement, on touche du bois. Donc j'espère qu'on pourra se revoir pour l'orga de la conf cette année en juin. Fingers crossed. Ouais. Ça va tous les 3 ? Super. Ça va. Merci d'avoir joué le jeu, vous êtes vraiment… C'est plus qu'un plaisir. J'espère que vous n'allez pas avoir trop chaud pendant le talk. Je pense qu'il y a… Mais vous êtes très bien avec vos petits bonnets. C'était pas trop mal non plus, tiens. Alors oui, merci. J'ai sorti mon habit de lumière. Alors d'habitude, c'est moi qui présente les speakers pour qu'on puisse rentrer directement dans le sujet, mais exceptionnellement, c'est ce que je vous disais, j'aimerais vous laisser vous présenter parce que je pense que les produits sur lesquels vous travaillez ont pas mal d'importance pour le sujet qu'on va aborder aujourd'hui de la relation entre PM, Tech. Et donc, je vais laisser… Arnaud, tu veux commencer ? Avec plaisir, merci. Donc, je m'appelle Arnaud, j'ai 32 ans. Effectivement, je suis Principal PM chez Screen. Donc, chez Screen, on fait un produit de cybersécurité. Donc, on aide des équipes de développement et de sécurité à sécuriser leurs applications. Donc, effectivement, c'est un produit assez technique. La frontière entre technique et produit est souvent fine. Je suis un ancien développeur web, donc ça aide pas mal pour tout ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et effectivement, ça va pas mal influencer tous les sujets qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Arthur, du coup, je suis Chief Product Officer chez JobTeaser. Je suis arrivé là-bas depuis 2 ans et demi maintenant, presque 3. Voilà, donc j'ai une équipe produit qui constitue la data, le design et les product managers là-bas. La spécificité de l'entreprise, c'est qu'on a plein de squads qui bossent sur des choses typologiquement assez différentes et qui, du coup, pour les débats d'aujourd'hui, c'est intéressant de voir comment d'une squad à l'autre, le PM peut avoir besoin de qualités différentes. On a notamment beaucoup de produits qu'on lance qui sont des nouveaux en product market fit, comme si on montait une nouvelle startup. On a des trucs qui sont dans l'existant, sur un existant bien complexe et poilu, donc c'est pas du tout le même métier parfois. Et voilà, merci de m'avoir invité, je suis ravi de participer encore une fois. Merci à toi. Et Lucas, où j'étais lead product manager chez Algolia ces 5 dernières années. Algolia est une boîte qui est, on va dire, au cœur de la chose, une API pour développeurs, pour tous ceux qui veulent implémenter la recherche sur leur site ou application. Donc quelque chose quand même d'assez technique. Et avant ça, j'ai un background école d'ingénieur où je fais du développement, mais je suis rentré dans le product management quasiment après la fin de mes études. Donc on voit que le dénominateur commun, tout de même, entre vous 3, c'est qu'on a 2… anciens développeurs, on va dire, en tout cas des gens qui ont un fort background technique. Lucas, même si tu ne te présentes pas comme un ancien dev, parce que tu l'es pas, tu as quand même aussi ce background technique. C'est pour ça qu'on voulait discuter avec vous tous les 3 pour avoir votre feedback. Et on va voir, c'est intéressant, vous n'êtes pas forcément les plus grands défenseurs justement de la technologie dans le produit. Et je ne l'ai pas dit, mais moi aussi j'ai commencé par monter une boîte où j'étais CTO. Donc voilà, on est tous là. Donc on va essayer d'être pas trop biaisé pour le coup, parce que là il y a 4 anciens devs autour de la table, quasiment, donc on va essayer de rester objectif sur le sujet. Première question, toute bête, c'est quand la dernière fois que vous avez codé ? Je t'ai piqué ta question. C'est vrai. C'est quoi, Lucas, toi ? Pour un entretien très récemment. Ok.
On n'en dira pas plus pour des questions de secret. Moi, c'était assez récemment aussi pour automatiser des exports sur une enquête qu'on avait fait en interne. C'était il y a une semaine presque. Ok, donc on peut être CPO et continuer un peu à J'ai gardé mes toucher, penchants d'ingénieur. Ouais. Ok, ça Carrément. marche. Donc tout récent. Et toi, Arnaud? Ouais, assez fréquemment aussi pour soit automatiser des choses et puis après à Screen, je lis du code toute la journée par rapport au type de produit qu'on construit, donc ça va être pas mal à garder les yeux dedans. Ça, clairement, c'est pas mon cas. Donc c'est quand même très très frais dans vos esprits, quoi. Je n'ai pas écrit une ligne de code à Algolia en 5 ans, juste pour préciser. Donc tu as eu du mal à t'y remettre alors. Non, 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 voilà. ça allait. Ok, bon. Ah oui, très moi, bien. c'est jamais C'est des comme lignes les de vélos, code ouais. du produit Job Teaser. Hein. C'est des trucs pour moi sur Ouais, mes tâches. c'est ça, C'est également assez pareil, ouais. différent. Ok. J'ai pas de contribution dans la code base de Screen. Ah oui, non. Ouais, c'est plus du script autour, Ouais, pour exactement, automatiser des choses. Sur des tâches perso. Ouais. Ok, super. Si vous voyez ce bug, c'est pas moi. C'est que c'est toi. Donc, ce qui nous a donné l'idée de faire ce talk, déjà, c'est une question qui revient très, 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 très fréquemment quand on parle à des jeunes product managers, soit au tout début de leur carrière, soit avant même de se lancer en tant que product manager. Il y a toujours la même question, c'est est-ce qu'il faut être technique ? Donc, déjà, la question est assez vague et on va essayer de la détourer pour mieux comprendre ce que ça veut dire. Aussi, il y a un phénomène qui s'est passé les dernières années, c'est que beaucoup souhaitent compléter leur formation initiale, qui est rarement une formation en produit, puisqu'on sait qu'il n'y en a pas beaucoup, même si les choses ont évolué récemment. Ils veulent compléter leur formation par, classiquement, c'est le wagon qui a pignon sur rue, qui fait objectivement une belle formation, et ils se disent, il faut que je fasse ça pour pouvoir rentrer, pour pouvoir avoir mon premier job de PM, sinon je ne vais pas y arriver. Donc, toute première question que j'aimerais vous poser, c'est quoi le prérequis technique pour avoir un premier job, j'insiste beaucoup sur premier job, de product manager? Est-ce qu'il y en a un, Lucas, peut-être toi qui as commencé Ouais. direct en PM? Je vais dire oui et non, ou ça dépend, comme diraient tout le temps les PM à toutes les questions qu'on nous pose. Je dirais qu'il y a deux critères qui sont importants ou un prérequis technique est un prérequis. C'est soit on travaille avec des développeurs au quotidien, ça veut dire notre cible de clients et des développeurs, et on va parler à des développeurs toute la journée, et c'est quand même bien de comprendre leur métier, ça permet d'aller plus vite. Ou alors on travaille sur un produit qui est très technique. Si la réalité de son produit c'est très technique, et j'entends par là des choses assez pointues, algorithmiques ou machine learning au quotidien, c'est quand même bien d'avoir ce prérequis technique. Après la question du premier job, il y a pas mal de sujets autour de ça, je pense qu'on pourra y revenir, mais il y a aussi la côté comment se démarquer par rapport à d'autres candidats, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de candidats, il y a aussi cet aspect-là qui est intéressant. Mais dans la majorité des cas, je répondrais que non, pour être PM, le prérequis technique, c'est qu'un prérequis parmi tant d'autres. Et il n'est pas forcément dans les must-have pour moi en tout cas. Ok. Et toi, de ton côté, Arthur? J'abonde, je vais aller exactement dans la même direction que Lucas. Pour moi, c'est un should ou un could, si on prend le must, should, could. C'est-à-dire que je vois ça comme une des compétences parmi d'autres, mais ce n'est pas un bloqueur pour rentrer dans une équipe produit aujourd'hui chez Job Teaser. Alors après, ce qui est marrant, on va pouvoir en discuter, c'est que par la force des choses, les gens tendent à le développer, même si initialement ils ne l'avaient pas fait. Donc même s'ils n'ont pas fait d'école de code ou quoi spécifiquement, au bout de 2-3 ans, ils ont tous un peu finalement mis les mains dedans. Donc ça, c'est assez intéressant. Et après, le truc où j'abonde aussi par rapport à ce que tu dis, Lucas, c'est qu'il y a des natures de produits qui sont très différentes. J'ajoute une dimension par rapport à la nature du produit tech, enfin audience tech ou intrinsèquement, est-ce qu'il est compliqué? Moi, il y a la notion de pré-market fit et de post-market fit qui intervient aussi, parce que quand il s'agit d'administrer un existant qui a déjà beaucoup de fonctionnalités, d'avoir une vue systémique, c'est intéressant. Donc là, ça va plus peser dans mes critères pour embaucher quelqu'un, même si ce ne sera pas nécessairement un must, ça va plus peser que si c'était un nouveau produit à lancer, ou là, au contraire, parfois, on part un peu plus d'une feuille blanche, on a moins de contraintes, on a moins d'interfaçage. Et là, c'est des profils parfois qui sont plus loin des profils d'ingénieurs que j'ai eu tendance à embaucher et qui ont très bien performé. Donc c'est ce qui m'a aussi fait changer d'avis. J'étais un peu un ayatollah de non, il faut comprendre ce qu'il y a sous le capot pour y aller. Et j'ai découvert un petit peu que dans cette typologie-là, ça pouvait être très différent, ce qui était nécessaire pour réussir. Avant de te laisser la parole, Arnaud, parce qu'en plus, tu es sur un produit très spécifique et très tech, donc ça change un peu la donne. Chez toi, Arthur, donc tu l'as dit, il y a un ensemble de produits avec plus ou moins tech en fonction des cibles. Mais si je suis hyper concret, demain, tu as un jeune PM ou wannabe product manager qui postule chez toi et qui, par exemple, ne sait pas ce que c'est qu'une API. C'est un peu l'exemple classique, mais parce que moi, je l'ai beaucoup rencontré aussi dans mes entretiens et j'en ai fait passer beaucoup. Voilà, tu as quelqu'un qui vient te voir et dit « Non, moi, API… ce terme-là ne me dit rien. Et ça, pour toi, c'est pas un bloqueur du tout?
Ça, c'est pas un bloqueur si l'équipe en question, c'est pas forcément un sujet, quoi. Il y a des produits, entre guillemets, on n'a aucun besoin de s'interfacer ou même de savoir comment marchent les différents services à l'intérieur du code. Dans ce cas-là, moi, ce sera pas un bloqueur, je pense. Par contre, s'il s'agit de bosser sur un module qui est hyper central, qui a besoin d'être interfacé avec des partenaires et compagnie, c'est là qu'on en revient à la nature de la squad ou du produit en question. Mais non, je pense pas que, honnêtement, ce serait pas un problème. Je creuserais peut-être plutôt sur la nature du produit. Mais Très clair, parce que le but de ma démarche, c'est vraiment aussi pour les gens qui nous regardent, et je pense qu'il y aura beaucoup de jeunes PM qui vont se poser cette question-là, c'est de les aider aussi à un peu faire leur scorecard personnel et de se dire avec telle compétence, ça me permet d'accéder à tel job compagnie, ou alors il faut que je développe tel ou tel axe. En fait, ce que je vais plus tester, à mon avis, c'est si on me dit je ne sais pas ce que c'est qu'une API, c'est la capacité à comprendre dans un intervalle de temps réduit. D'accord. Ouais. Je vais tester ça parce que ce qui est vrai pour une API, il y a des centaines de connaissances. J'ai pris ça comme exemple. Mais justement, Ouais, il y en a des centaines. centaines, il y en a des centaines comme ça et je ne peux pas les demander de tous les connaître. Par contre, la capacité d'appréhension, elle est assez importante. Donc c'est plus si je te mets un développeur qui t'explique ce que c'est, à quel point en l'espace d'un intervalle de temps court, tu vas être capable de dialoguer avec lui. Ça, c'est plus important. Bon. Ok. Bon, alors pour toi qui est dans un contexte un tout petit peu différent. Ouais, et pour finir sur ce que ouais, tu disais, pardon, je pense je t'en prie. la capacité à appréhender et la capacité à savoir dire je ne sais pas. Et dans un contexte comme le mien, ça joue énormément de savoir dire à des devs, bah, écoute, là, je ne comprends pas de quoi on parle et faut qu'on essaye de trouver une analogie ou quelque chose qui vulgarise le concept. Parce que je pense que le travers d'un PM qui essaye d'aller trop loin et qui prétend comprendre pose plus de problèmes. Tu dis ça parce que ça c'est m'est arrivé, vécu. ouais, en tant que ça m'est arrivé d'aller trop loin en essayant de comprendre l'implémentation, en essayant de comprendre comment ça marche, et en fait de plus être dans mon rôle ou juste de plus être pertinent, et en fait d'avoir des gens en face de moi qui sont bien meilleurs et qui résoudraient ce problème sans mon aide, donc j'ai pas besoin d'aller là-dedans. Donc je pense qu'il y a aussi savoir s'arrêter. Après, dans un contexte comme le nôtre, à Screen, je pense que donc effectivement tout est tech, hein, on vend un produit à des développeurs pour des équipes de sécurité, donc il n'y a pas un aspect de Screen qui n'est pas technique. La technologie est super avancée, super complexe également. Et donc je pense que moi je vois bien l'opportunité, donc effectivement comme dit Lucas, de dire bah, on est sur un produit hyper technique. Et donc là, en fait, c'est est-ce que vous feriez confiance à un PM ou une PM qui ne comprendrait pas ce qu'elle est en train de vous vendre? Donc je pense que c'est le premier prérequis sur ce genre de produit. Après, je vois beaucoup d'opportunités, et là c'est un biais par rapport à mon passif, mais beaucoup de façons de devenir autonome. C'est-à-dire que en fait, ce qu'on apprend par le code, c'est aussi être autonome, d'aller pouvoir extraire soi-même des données en base de données, de construire des prototypes hyper rapidement. Et comme tu disais, pré-PMF, en fait, quand on est une équipe de 10, 15, 20 et que les rôles sont toujours un peu flous, d'avoir cette autonomie et de pouvoir se débrouiller, je pense que c'est un sacré atout. Justement, si j'avance un tout petit peu dans la carrière du product manager, donc on voit que ce qui revient dans votre discours, c'est pas tant le prérequis initial, mais on a quand même le sentiment en vous écoutant que acquérir une culture technologique, ça devient un prérequis pour un progrès, en tout cas pour être un bon PM dans le futur. Voilà, même si ce n'est pas au tout début, on ne te le demande pas. Et donc justement, où est-ce que vous mettriez le curseur sur les compétences qui, au bout de quelques années, il faudra acquérir? Encore une fois, je donne un exemple très concret. Vous avez tous parlé d'automatisation. Demain, est-ce que si je suis un PM qui me prétend senior et que je suis complètement dépendant d'une autre équipe pour aller, c'est classique, avoir des analytics, avoir un jeu de données sur une base parce que j'ai besoin de faire des tests moi-même, est-ce que ça, c'est acceptable? C'est pas acceptable dans votre expérience? Je pense que c'est une culture de boîte et c'est une façon de penser. C'est-à-dire que si la personne a plein d'autres atouts, je ne pense pas que ça soit un souci au final. Je pense qu'il faut regarder l'organisation dans son ensemble. C'est jamais une personne qui résout tous les problèmes. Donc cette personne pourra se faire aider par d'autres pour s'en sortir. Après, je pense que quelqu'un qui a cette carte en main sera toujours plus autonome, pourra toujours mieux se débrouiller que quelqu'un d'autre. Mais c'est mon avis et je suis assez biaisé sur le sujet. Je pense que c'est dès que ça devient un bloqueur pour la progression, quoi. Dès qu'une personne veut driver plus d'impact, moi je le vois pas mal quand l'orga devient complexe et que, pour faire avancer les choses, les dépendances augmentent même si le concept des feature teams c'est qu'elles soient super indépendantes, il y a toujours un moment où en effet j'ai besoin d'une analyse de données, il faut débloquer ça dans tel squad. Plus l'orga est grande, plus ces cas de figure se présentent et du coup plus pour driver de l'impact, avoir les compétences de façon autonome de se débloquer, c'est important. Donc moi ça intervient un peu plus comme ça, quoi. Mais à l'inverse, est-ce que justement plus l'orga est grande,
plus tu n'as pas des personnes dédiées pour faire ce genre de tâches. Quand tu me le décris comme ça, je me dirais, bon, on est en start-up, on est 5. Je suis hyper content d'avoir un premier PM qui est un peu touche à tout, même si on sait que ça a ses limites, hein, on est bien d'accord. Par contre, quand on est 20 Product Squad, au final, quand j'ai besoin d'analytics, ça va un peu gêner la team en question que j'aille trifouiller dans ces données, la requêter. Je me fais une fausse image du truc ou... Ouais, sur l'analytics en particulier, c'est un sujet sur lequel on a une forte opinion, c'est que tout le monde doit être data analyst. Les data analysts sont plus là pour apporter des analyses profondes des métiers et apporter leur expertise. C'est pourquoi on les a recrutés. Ils ne sont pas là pour faire une requête, sors-moi les chiffres de conversion de la landing page, parce que ça ne demande pas leurs compétences. Donc on est plus à essayer d'exposer une BI qui soit claire et on demande à nos PM aujourd'hui d'apprendre le SQL pour faire eux-mêmes les extractions. Et on a un KR dans la boîte. C'est intéressant quand même, puisqu'on parlait de prérequis techniques. On a un KR dans la boîte qui est à quel point on réduit le nombre de demandes aux data analysts sur des tickets insignifiants. Donc ça, c'est un exemple et on a des formations adaptées. Maintenant, ça, c'est un bon exemple parce que SQL, pour moi, c'est pas compliqué. N'importe qui, avec la tête bien faite, peut l'apprendre assez rapidement, je pense. Et du coup, c'est là où il y a un biais peut-être. Tu commences après dans tes modèles qui commencent à être compliqués. Ensuite, comment calculer le revenu, ça devient super compliqué. Autant nous, c'était l'inverse. Autant je suis plutôt aligné avec Hugo. Quand on arrive dans une startup, faire du SQL dans une query parce qu'on n'a pas d'outils, ça va très bien, c'est normal, il faut être débrouillard. À partir d'une certaine taille, acheter les bonnes solutions, acheter des solutions en drag and drop, pour 99% des reports, ça suffit. Et ensuite, les analytics compliqués, c'est là que les data analysts et les data engineers servent. Moi, je suis plutôt à l'inverse. Et oui, généralement, dans les trucs très early stage, il faut savoir être débrouillard. Prenez vos spreadsheets Excel, faites vos calculs, faites vos tableaux. Et plus l'org est grande, pour moi, au contraire, je dirais plus il y a des gens qui vont faire ça mieux, de manière plus précise. Et il y a moins ce besoin. SQL, c'est un très bon exemple. C'est un classique, même GitHub, hein. je te donne. C'est un classique un peu. SQL, c'est toujours les exemples de, effectivement, la gestion du code, les requêtes analytiques. Après, je pense qu'on peut nuancer tout ça en disant qu'en 2021, on a la chance d'avoir plein d'outils qui... Enfin, on a aujourd'hui le job de dev et a fortiori de PM, c'est de prendre des outils sur étagère dans pas mal de cas. Donc, on n'est plus à l'époque où il fallait tout écrire soi-même et construire ses systèmes à la main de A à Z. On peut quand même aujourd'hui prendre des outils sur étagère, drag and drop, et tout ce qui est analytics aujourd'hui, c'est très bien résolu par énormément d'outils. Des outils comme Airtable, des outils comme ne serait-ce qu'une Google Spreadsheet bien montée, c'est quand même fait 90% du boulot. Donc, je pense qu'on n'est pas non plus à dire faut que vous appreniez à gérer, et puis tu peux avoir ton data analyst qui te fait la première version de la requête, et puis après tu peux la tweaker 100 fois si tu veux, mais tu n'es pas dépendant pour chaque itération. Je pense que c'est ça aussi. Ouais, non, exactement. Après, il y a une notion de scalabilité qui est importante dans ces choses-là, je trouve, c'est que si on commence à mettre des single point of failure dans l'organisation. En termes de personnes, tu veux dire ? en termes de personnes. Par exemple, on compte absolument sur les 2 data analysts pour nous sortir des choses, et on peut se retrouver dans des cas très problématiques si tout le monde en même temps a un besoin, quoi. Donc par essence, je sais pas, j'aime bien investir sur une notion vraiment de comment on fait pour qu'à l'échelle l'orga marche de mieux en mieux, quoi. Et je préfère avoir un système où on essaye de donner de la possibilité aux gens de le faire, s'ils en ont envie et qu'ils en ont les compétences, et encourager leur formation, quoi. Et à côté, ça force aussi les parties métiers à rendre ça accessible aux autres. Donc ça, c'est ce dont un petit peu tu parles sur le plan des outils, mais même sur le plan de la façon dont on structure. Là, on est sur les données, sa base de données. Tes outils internes. Exactement. Et du coup, le fonctionnement, il est dual. C'est si on ne sait pas faire, c'est pas grave. Il y a plein de spécialistes qui peuvent nous débloquer. Par contre, si on sait faire, on peut aller plus vite, on peut se débloquer soi-même, on n'est pas obligé d'attendre. Et ça, c'est quand même une vraie qualité. J'ai l'impression que chez Algolia, c'est un peu, vous avez une séparation des tâches qui est un peu plus... Je l'ai vraiment vu en 5 ans. Ça veut dire que la première année, je me souviens que pour un board, j'ai dû prendre des spreadsheets et calculer ça juste pour savoir combien on avait de clients. On en était là il y a 5 ans et il fallait que je me débrouille et que j'écrive du code dans Google Spreadsheet. Et 5 ans plus tard, évidemment que j'ai les outils qui vont bien et il y a même une complexité qui serait impossible pour moi de définir qu'est-ce qu'on appelle un client, à quel moment, comment on calcule le revenu. Ça devient des calculs beaucoup trop importants pour être une requête SQL que je connais. Surtout pour les présenter au board après. Surtout pour le board. Et ça quand c'est pour toi à la rigueur, mais quand c'est pour le board... Voilà. Donc non, pour moi, clairement, il y a des choses que je faisais il y a 5 ans qui se sont largement professionnalisées. Les data analysts et data engineers, on n'a pas eu pendant 2-3 ans à Algolia. Donc c'est pour ça que je dis que ça se spécialise et il y a des choses qui se mettent en place. Après, je voulais revenir sur la première partie de ta question. On parle du technique. On disait en effet, ce n'est pas un prérequis et oui, il faut l'apprendre. Mais c'est qu'une composante. On va parler principalement de la technique, mais
il faut apprendre beaucoup de choses autour du marketing, du business. Donc là, on parle de skills SQL, mais ça pourrait très bien être les skills, comment on fait du go-to-market, comment on fait de la user research. Exactement. Donc c'est qu'une composante, il ne faut pas trop s'arrêter. Ah non, je suis d'accord. C'est pour ça que ce qui est important dans la manière d'envisager le rôle de PM, c'est qu'il peut avoir toutes ces composantes, quoi. Et la question, ça devient comment par rapport à mon contexte, j'ai besoin de développer des nouvelles choses, quoi, pour progresser. Et là, c'est d'avoir ça dans sa grille et de permettre aux gens de les développer. Enfin, moi, il y a des endroits où c'est beaucoup plus important de devenir pro en go-to-market. Du coup, les PM qui sont dans cette équipe-là tendent à développer ces compétences-là. Et c'est ça qu'on leur demande. Et parfois, ils le font bien avant la tech, bien avant de savoir ce que c'est qu'une API. Mais je trouve que ces derniers temps, ça a été rendu très binaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément vu la tech comme un des piliers de skills que tu dois avoir en tant que PM, ou non, enfin, sur lequel tu dois progresser. Beaucoup dans le discours, c'était un peu un PM doit-il être tech ou non? Soit l'arbitrage, c'est non, il n'est pas parce que c'est quelqu'un qui est très centré sur l'utilisateur, avec les limites qu'on a données. Si ton utilisateur est un pur dev, ok, là ça devient une évidence, mais sinon dans le web, tu vois, dans du web B2C, on pourrait dire, bah non, ton PM, non, il est pas tech. Alors, en pratique, on se rend compte quand même que c'est un des piliers parmi les autres, mais un pilier important de ta progression en tant que product manager. Enfin, vous en êtes un peu l'illustration, il y a quand même pas mal de skills qui ont l'air je trouve qu'il y a nécessaires. Quand même, je trouve qu'il y a un amalgame qui est fait des fois entre être tech, donc savoir développer, et plutôt avoir une vision systémique ou la capacité d'appréhender des systèmes, je sais pas, des process qui sont plus des caractéristiques d'ingénieur. Ok, ouais, c'est Au sens intéressant. large. Des systèmes. Approcher des systèmes, modeler des systèmes. Voilà, approcher des systèmes, interagir dans des processus qui sont complexes. Bon, bah voilà. Et ça, quand on dit est-ce que le PM doit être tech, souvent c'est à ça qu'on pense. Ouais, c'est intéressant. Voilà, je pense que je connais des gens qui sont excellents sur la partie systémique et compagnie, qui n'ont jamais codé, mais qui peuvent quand même jouer leur rôle un petit peu de comprendre ce qu'il y a sous le capot, de challenger une archi et compagnie, juste en pensant à comment le système marche en entité un peu abstraite, quoi. Ça, par contre, c'est des compétences aussi qui sont clés. Mais je pense qu'il y a cet amalgame qui ne favorise pas les débats. C'est vrai. Non, bah, c'est bien qu'on le clarifie. On parlait de formation tout à l'heure, puisque comment on fait progresser les gens? Être curieux. Enfin, faire progresser les gens en tant que manager, c'est déjà une première étape, mais même Parce pour être curieux, soi-même. on est plus dans quelque chose d'un Je pense prérequis que pour progresser. dans quelque chose de personnel, je pense que c'est quelque chose qui va faire l'unanimité, et c'est ce que je vois dans tous les meilleurs PM, c'est que même s'il n'y a pas besoin d'un prérequis tech ou d'un prérequis go-to-market ou d'un prérequis user research, à un moment, il faut s'intéresser à comment les choses sont faites ou s'intéresser à comment les choses fonctionnent, comment les gens fonctionnent, comment les marchés fonctionnent. Et je pense qu'il faut être curieux, et il faut mettre les mains dans la pâte. Et je donnais l'exemple d'Alexandra, qui regardera sûrement la vidéo, qui était une PM avec moi à PrestaShop. Et à la base, elle travaillait sur la partie contenu, donc elle écrivait plus sur la documentation. Et elle est devenue PM en interne à PrestaShop parce qu'elle s'est rendue compte que pour contribuer, pour aller plus vite, c'était plus simple de travailler avec les devs directement sur GitHub. Donc elle a appris par elle-même à faire des pull requests, ce genre de choses. Donc c'est un peu ce genre de curiosité dont je parle quand je parle de quelqu'un de technique ou de pas technique. C'est vraiment cette curiosité d'arriver à faire les choses et de savoir comment les choses fonctionnent, comment mettre la main à la pâte. C'est ça qui m'intéresse dans le côté PM. Surtout, je rebondirais sur le point de Lucas tout à l'heure qui disait le PM est multi-compétences. Et en fait, là, on aborde ce côté. En fait, quand j'entends tech ou pas tech, j'entends est-ce que tu peux servir mieux tes clients si tu es tech? Oui ou non, ça dépend vraiment des produits. Soit ça te permet d'avoir une meilleure relation avec les équipes de dev. Donc en fait, en comprenant mieux leurs enjeux, donc en ayant plus d'empathie pour ce qu'ils font, ou en permettant de prendre des meilleures décisions parce que tu comprends mieux comment les choses sont faites, ou en étant capable de challenger, comme tu disais tout à l'heure, Arthur. Mais au-delà de ça, il y a le go-to-market, il y a le design, il y a la relation avec tes clients. Donc en fait, il y a des millions d'autres choses que tu dois gérer. Et je pense qu'une des qualités, d'un PM, c'est de prioriser. Ou d'une PM, c'est de prioriser. Donc en fait, d'être capable de dire où est-ce que je dois apprendre pour mieux faire mon job. Des fois, c'est de la tech, des fois, c'est du marketing, des fois, c'est du sales. En fait, ça dépend vachement des enjeux, des challenges en cours, en fait. Mais après, je trouve qu'il y a quand même le métier est large, il peut contenir plein de trucs, donc je trouve que les orgas se doivent aujourd'hui, maintenant que c'est facile, de faire la cartographie des compétences disponibles. Avant, c'était quelque chose qui était presque pas là, quoi. Enfin, on était PM et on demandait à 3 collègues dans 3 boîtes, on faisait 3 trucs différents et on savait pas si c'était normal ou pas normal. Maintenant, quand même, le métier se spécifie, on connaît un petit peu toutes les différents attributs qui le composent, et je trouve que maintenant les orgas doivent se mettre, pour les managers, à faire ces cartographies-là. Je sais que Tiga en a proposé un modèle par exemple. Nous, on a le nôtre en interne où il y a, je sais pas, une vingtaine de compétences réparties en plein de clusters, et on donne ça comme outil à nos product managers pour qu'au moins ils puissent avoir la réflexion stratégique de ok, j'en suis là, je me map comme ça moi par rapport à mes connaissances, ils se scorent, ils se mettent des points sur les différents trucs, et par rapport à ce que j'ai besoin dans l'orga, 2 par rapport à ce que moi j'ai envie de développer, quel est mon pari,
pour la prochaine année. Et ça, c'est une discussion managériale qui est là, mais il faut avoir ce canevas quand même, parce que quand tu l'as pas, ça fait quand même, ça laisse un peu déjà qu'ils ont un métier compliqué, les PM, je trouve, ça les laisse dans une situation pas terrible. Et puis pour prendre l'autre côté de ce que tu dis, tu as aussi comment je rends mon groupe plus divers, et je pense que c'est une des manières de pouvoir justement créer un groupe plus divers. Ça c'est un excellent point aussi, je trouve, parce que on voit souvent les compétences en tant qu'individu. Ça, on en avait parlé un petit peu avant, mais ce que je regarde quand j'embauche quelqu'un aussi, pour savoir si, par exemple, il n'est pas tech, est-ce que je vais l'embaucher ou pas? Est-ce qu'il est dans une équipe où il y a quelqu'un qui va pouvoir compenser et qui lui a plutôt ce vernis-là ou ce tropisme-là? Et donc, j'aurais plutôt besoin d'équilibrer avec quelqu'un qui n'est pas tech et qui va le driver vers le marché et les clients, quoi. Donc ça, c'est vraiment une dynamique d'équipe. L'entité, la scorecard, tu l'as fait presque au niveau de la squad, au niveau de la tribe ou peu importe ton entité d'orga. Je pense qu'il ne faut pas regarder les situations au niveau de l'individu, il faut vachement le regarder au niveau des équipes. Et une fois que vous avez, donc visiblement, enfin j'entends que c'est une pratique que vous avez déjà, par exemple chez JobTeaser, de cette scorecard individuelle et peut-être même d'équipe, vous avez des parcours de formation interne qui permettent au PM de progresser sur tel ou tel item de la scorecard? Nous, en l'occurrence, on n'en est pas encore là. On a identifié les éléments, on a fait cette cartographie qui est très précise et on itère un petit peu sur la grille. Et après, c'est plutôt le manager qui va conseiller avec ses propres moyens à lui. Sachant qu'on ne va pas se mentir, on est en scale-up, le manager il a aussi des tâches de contribution, il est aussi très occupé, donc il ne fait pas de la formation à temps plein. Mais pour être tout à fait transparent, ça fait Voilà, on a ces compétences, on essaye d'orienter les product managers. Maintenant, on a un système d'associate product manager aussi. Donc ceux qui sont juniors, qui veulent rentrer, ils peuvent rentrer, ils n'ont pas encore une squad tout seuls, ils sont accompagnants d'un product manager senior avant de passer ces compétences. Et une fois qu'ils ont assez de points dans la grille, ils peuvent passer product manager. Donc c'est notre manière de répondre aux problèmes. Et le formateur dans ce cas-là, c'est plutôt le PM senior, c'est bien. Mais on a quand même un manque après pour développer les PM qui ont atteint ce cran-là, de PM qui ont une squad en autonomie, de les développer. Et je me suis toujours bandé, là j'en suis à la taille où est-ce qu'il ne faudrait pas quelqu'un qui gère la formation des product managers, comme un chapter lead un peu product management ou quelque chose comme ça. Ça fait du sens. Et parce que voilà, on atteint forcément des paliers où le manager ne suffit plus. Si le manager n'a pas la compétence que le manager veut développer, c'est la galère. Donc on en est pile un peu là. Est-ce que chez Algolia, qui est une boîte qui a quand même beaucoup grossi ces dernières années, et qui est une boîte très tech de nature, est-ce qu'il y a des, je sais pas, une question toute bête, un vie ma vie avec les développeurs? Est-ce que tu as déjà fait une semaine avec une équipe de dev pour comprendre ce qu'ils vivent, ne serait-ce que par curiosité? Alors, on a des programmes comme ça de manière globale à Algolia. Je ne connais pas de PM qui en ont fait. On a beaucoup, en effet, un développeur qui veut voir une semaine de ce que fait un PM ou même un développeur qui veut voir ce que fait une autre squad. C'est beaucoup dans ce sens-là, j'ai l'impression. C'est souvent dans ce sens-là plutôt que… C'est vrai. Je dirais que les product managers vivent un peu avec les développeurs de manière générale. Donc, je ne dis pas qu'on vit leur vie parce qu'on serait incapable de coder et de faire ce qu'ils font, mais c'est quand même des gens qu'on voit hyper proches. J'aurais plutôt tendance à dire, et c'est des choses que j'avais conseillé notamment à des gens qui me reportaient, c'est va passer une semaine plutôt avec alors je fais de l'anglais, mais avec ceux qui sont totalement en contact avec les clients, avec les sales. Généralement, c'est plus là qu'on va avoir des choses assez différentes que des gens avec qui ils travaillent au quotidien. Et surtout dans des équipes distribuées comme Algolia. Moi, j'ai le même challenge à Screen. L'équipe produit engineering est en Europe. L'équipe revenu est aux US. Donc, naturellement, tu vas vers les gens. Alors, 2020 a changé pas mal de choses, mais tu vas vers les gens qui sont proches de toi dans ton bureau, donc l'équipe d'ingé. Mais en fait, tu as cette bipartie d'aller aussi comprendre mieux les clients, comment on vend le produit, comment on en parle. Et donc, en fait, quand cette équipe elle est à 9 heures derrière toi et à 12 000 km, c'est plus difficile. Donc, il faut arriver à balancer aussi ces deux côtés. Je pense que vous avez le même challenge à Algolia. Il y a une dimension quand même de formation que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'on commence, mais vous devez en avoir aussi dans vos boîtes peut-être, on a un LMS, donc un truc qui gère un petit peu l'information en interne, on peut mettre des formations dedans. Donc on commence, nous, à avoir des formations sur des thématiques données. Par exemple, on a un LMS sur comment faire des requêtes dans la base de données de JobTeaser. Donc, c'est important. Juste LMS Learning c'est la première sur laquelle on investit. Ouais. LMS Learning Management System. Exactement, qui sont des systèmes internes pour faire de la formation. Où c'est les équipes qui les créent et ce n'est pas des intervenants externes. Bon, c'est pas le go-to-market, le premier truc, c'est quand même SQL. On tourne toujours autour de ça. C'est là-dessus qu'on a fait. Non, mais c'est vrai que c'est marquant, c'est amusant de voir qu'on revient aux basiques souvent. Tu parlais de chez Screen, Arnaud. Bon, toi, je pense que tu peux accepter le qualificatif de PM Tech pour te qualifier. Ça me va. Voilà, j'imagine. C'est quoi le type d'interaction que tu as avec les lead tech? Donc là, je sors un peu de la dimension technique du PM pour aller vers l'interaction entre les leaders de la tech dans la boîte et les PM. Je pense que ça, c'est très propre à la culture de Screen. On est tous à comprendre et à être drivés par le fait qu'on construit un produit.
Donc, la tech ne sert à rien pour Screen, à part construire un produit. Donc ça, et je pense que c'est un pilier de Screen, sinon on ferait de la technologie. Je pense que tout le monde pourrait faire un PhD sur ce qu'on fait, un doctorat sur ce qu'on fait, et passer des années et s'amuser comme des petits fous, comme des petites folles. Je pense que l'interaction qu'on a, c'est déjà les gens à qui je parle sont aussi des potentiels utilisateurs du produit. Tout le monde, les devs en premier, peuvent installer l'agent de Screen, la librairie qu'on met à disposition des devs, peuvent l'utiliser sur leur propre site web. Il y a plein de devs chez Screen qui ont leur propre site web, qui l'ont installé sur leur site et qui du coup se comportent comme des utilisateurs. Donc déjà, on n'est plus juste par rapport à des devs qui sont un peu en retrait et qui attendent un peu des priorités, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite, comment on devrait le faire, plus à être, regarde, moi je l'ai utilisé sur mon site, Screen ne m'a pas alerté au bon moment, là on devrait dire ça, etc. Donc c'est déjà un niveau de débat qui est assez intéressant. Et donc ensuite l'interaction, c'est comment moi ce que j'apprends avec des clients et mon gut feeling avec l'expérience, de dire on devrait aller par là, ouais, mais attends, techniquement, est-ce qu'on devrait le faire comme ça? Est-ce qu'on construit pour du court terme? Est-ce qu'on est pré-PMF? Est-ce qu'on est en train de faire de l'itération? Est-ce qu'on construit pour du long run? Ça, c'est une discussion que vous avez, l'Elite Tech et toi Donc ça, on est organisé comme à Job Teaser, on est sur des squads. Donc là, je parle au niveau d'une squad. C'est-à-dire, je suis PM d'une squad avec un lead tech. Et donc, quand on fait nos choix de tech, ils sont informés par des choix produits. L'inverse, généralement, n'amène pas à des très bonnes choses. Alors, ça peut amener à de l'innovation, de dire on a fait de la tech et on a découvert quelque chose en faisant ça, mais généralement, tu aimes bien partir de qu'est-ce que je résous et comment la technique peut le résoudre. Et donc, après, avec ton lead tech, c'est des compromis tout le temps. Est-ce qu'on fait quelque chose qui va nous prendre 3 mois ou est-ce qu'on fait quelque chose qui est faisable en 2 semaines, qui n'a pas la même résistance, qui n'a pas les mêmes capacités? Donc, tout ça, c'est des trade-offs, mais je pense que c'est vu au niveau de la squad, quoi. Et donc ça se répète autant qu'il y a squad. Et puis après, le jeu, c'est comment tu montes tout ça pour que les squads ensemble fassent un produit qui soit robuste. À quel point vous vous challengez mutuellement? Beaucoup. Je pense que, et justement, moi j'aime bien dire que le produit et la tech, c'est 2 plaques tectoniques qui se poussent l'une vers l'autre. Et justement, je pense que le produit qui en émerge, c'est la montagne qui monte à partir de ces 2 plaques. Donc ouais, c'est beaucoup de challenge en début de quarter. Par contre, après, une fois que tu es aligné, on y va, quoi. Parce que tu vois, t'écoutes Marty Kagan, il va te dire l'équipe empowered, le PM il vient avec une problématique, il la soumet à son équipe et puis un peu, évidemment, quand je fais ça, je caricature parce qu'il ne dit pas, il s'en débarrasse auprès de son équipe technique, mais tu as un peu le sentiment quand même qu'il confie le bébé de la résolution, de la solution à son équipe technique. Et donc que ça laisse un peu moins de place à l'espèce de débat de challenge mutuel. Encore une fois, je caricature, je pense que s'il m'entendait dire ça, heureusement il ne parle pas français, je pense mais c'est une question il sauterait au plafond. Je pense que c'est une question de contribution en fait. C'est jamais on s'enlève les mains, puisque je pense que le modèle de squad favorise l'alignement, c'est-à-dire on va tous vers un même but. Ce n'est pas l'intérêt du PM ou l'intérêt du lead tech ou l'intérêt d'un ou une dev ou d'un ou d'une designeuse. C'est plutôt l'intérêt commun. Donc en fait, à partir de là, je pense que t'es moins dans ce côté je m'enlève les mains. Après, qui est le mieux placé dans la team pour trouver les bonnes solutions par rapport au problème? Et là, je pense que Lucas, tu auras des bonnes choses à dire parce qu'on a souvent discuté. C'est souvent les devs et les designers, pas forcément le PM. C'est plus comme ça que je le vois, quoi. Mais c'est bon, j'ai fait ma part du job. Ouais, je forçais un peu je le m'en trait. vais. Je pense qu'il force le trait parce que malheureusement, on a encore pas mal d'organisations où le PM écrit le ticket et je discutais encore avec d'autres PM juniors dans d'autres entreprises. Je suis développeur, je vois le ticket arriver, il est dans ma colonne, je dois l'exécuter, je ne sais pas pourquoi il est là. C'est ce que lui appelle les feature teams. C'est-à-dire il considère que c'est le côté usine à delivery et que ce n'est pas une team empowered. Encore une fois, donc je pense qu'il force le trait dans un modèle très ça, idéalisé, voilà, ce qui est normal. Et là, c'est intéressant parce que pour moi, lui, il fixe un cadre en gros où il dit ce qu'on doit résoudre, c'est plutôt des problèmes et on doit obtenir des résultats. Donc on va engager nos roadmaps plutôt sur un résultat concret et on va rester très flexible sur le plan des solutions. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que tu repousses un peu le moment à partir duquel tu développes aussi souvent. Parce que tu attends de confirmer des hypothèses et souvent tes hypothèses, tu peux les confirmer avec des tests qui ne nécessitent pas de dev ou alors peu. Donc c'est bien. Donc là, tu as peu les débats au début de comment on va architecturer le truc. Ça dépend du produit, encore une fois. Ça dépend du produit, mais. Non, je suis assez d'accord. Même sur un produit assez technique, je pense que. Vous arrivez à faire du proto, le pas assez, fidelity et même je pense technique. qu'il faudrait y aller plus. Mais du coup, ce qui est bien dans ce sens-là, c'est que par contre, tu impliques les personnes qui sont techniques, donc le lead dev, plutôt dans la phase de découverte et du pourquoi on fait les choses et quelles sont les hypothèses qu'on vérifie. Et du coup, ça leur permet aussi de challenger un peu le produit. Parce que avant, on était plutôt dans un monde où, je sais pas,
le produit, challenger la tech sur comment on le fait, comment on peut aller plus vite, machin. L'expert métier, l'équipe métier, Voilà. c'est les prémices de ça, quoi. Ces trucs. Et par contre, tu avais souvent la tech qui se demandait, ok, mais pourquoi on fait les choses et quels critères de validation et comme on est dans le modèle qui décrit comme négatif d'usine à fonctionnalité, on ne se pose jamais là vraiment les questions. Donc je trouve que ce qui décrit, ça redonne aussi la possibilité à la tech et au lead tech de challenger le produit. Moi, ce que je m'aperçois pas mal là dernièrement, c'est qu'en fait, tout ça, c'est une question d'incentive. Si tu dis à une team, en tant qu'ingé, on va mesurer votre performance sur la vélocité, le comportement naturel des gens, c'est de délivrer plus vite. Maintenant, si tu dis aux gens, vous allez livrer des choses qui sont de meilleure qualité, qui permettent de mieux vendre le produit, qui satisfont mieux les clients, là, tu changes l'incentive. En fait. C'est plus parce que tu as shippé 10 tickets. Voilà, exactement. C'est plus parce que tu as shippé 100 tickets cette semaine que tu as fait un bon job. Par contre, si tu as shippé, tu as mis 1 mois à faire du discovery, tu n'as rien buildé, tu n'as rien construit, tu n'as pas écrit une ligne de code. Et par contre, après, ce que tu shippes a une qualité énorme pour le business, tu as résolu le même problème. Si on arrive à le mesurer, qui est toujours une des difficultés aussi de mesurer l'outcome réel de ce qu'on fait. Quoi. Les deux systèmes ont des problèmes, parce qu'on est beaucoup avocats aujourd'hui des systèmes à l'outcome, OKR et compagnie, mais bon, c'est un choix, c'est un parti pris, il y a plein de problèmes. C'est juste qu'on vient d'un monde qui est tellement antagoniste qu'on a tendance à pousser celui-là, mais ça reste un choix. C'est marrant, je lisais une newsletter produit l'autre jour qui disait que dans les objectifs de développement personnel, par exemple, quand tu veux te développer toi, on te dit concentre-toi pas sur le résultat, genre je veux gagner de l'argent, concentre-toi plutôt sur les tâches que tu vas faire pour y arriver et le truc va venir de lui-même. Donc c'est un courant un peu opposé à ça et qui est valide. Donc pourquoi on conseille aux teams produits et tech de se focaliser plutôt sur le résultat que sur le comment ? Comme tu disais, c'est en réaction. C'est en réaction et c'est parce que je pense que le biais naturel des équipes tech, c'est plutôt de construire trop vite. C'est comme ça qu'elles se mesurent aujourd'hui, c'est comme ça qu'elles reconnaissent leur performance, de dire on a buildé vite, on a buildé bien. Ouais, exactement. Et adviendra ce que pourra après. Quoi. Et c'est souvent ce qu'on m'a appris en tant que développeur, ce qu'on m'a appris en tant que product manager, c'est de faire des maquettes, du design vite, de builder. Quoi. Donc on a besoin d'aller un peu à l'inverse, mais ça reste... Mais je pense qu'effectivement, quand tu mets le pendulum de l'autre côté, quand tu parles de manière outcome, etc., en fait, tu es très abstrait. Et donc, c'est dur pour une team de dev de dire on fait quoi en fait ok, cool, j'ai bien compris, on allait dans 6 mois, mais là maintenant, je fais quoi? Oui, on trouvera sur le obligé de trouver ce pendulum. On finira par trouver le curseur. Exactement, je pense qu'il n'est pas mis à gauche. Voilà, système à l'autre. Mais effectivement, peut-être pour changer de paradigme, il faut aller de l'autre côté du pendulum un peu pour rebalancer les choses. Ouais. J'ai une dernière question à vous poser, messieurs. Ah oui, déjà. On voit de plus en plus apparaître des postes de CPO, CTO. Les deux combinés. J'en ai vu CTPO. Voilà, effectivement, c'est comme ça que ça se contracte. Alors, c'est une fausse bonne idée, vraie bonne idée? Moi, je vais y aller franc, excellente idée. Je pense que, en tout cas, dans un produit comme Screen, c'est ce qu'on a fait là, en début d'année dernière. Donc, on a Nuno Antunes, qui est notre VP of Engineering, qui est rentré en avril dernier et qui, depuis le mois de septembre, est VP of Product Engineering, donc CTPO. Et en fait, l'avantage, c'est que ça a ramené toute la team sous un goal commun, on construit un produit avec de la technologie. Il n'y a plus d'incentive à gauche de produit, à droite de technologie. Tout est fusionné. Alors après, ça a comme ce qu'on vient de discuter, ça a des pros et des cons. Le pro, c'est que souvent la flavor, le background de cette personne est soit produit, soit engineering, donc ça teinte beaucoup de décisions, mais je pense que c'est mieux que deux équipes séparées. En tout cas, à notre stade, on verra si ça passe l'échelle. Mais à notre stade, ça évite cette divergence de nous, on fait de la tech, vous faites du produit, on se retrouvera peut-être au milieu. Ok, donc j'ai un ici pour le CTPO. Ouais, 100%. Arthur? Moi, je vais voter contre, comme ça je laisserai à Lucas le choix de trancher. Non, je vois complètement le bénéfice d'un point de vue efficacité organisationnelle. La grosse contrepartie, je trouve, d'avoir ces duos à chaque fois, ou même ces trios, parce qu'on parle produit tech, mais il y a le design aussi qui commence à venir, et il y a des chief design officers au même niveau, bien sûr. Dans certaines boîtes. Les boîtes à la Apple, ils mettent le design au même plan que l'ingénierie. Même dans des boîtes plus proches de nous, voilà. Je crois chez Payfit, je pense que le design est au plus haut niveau. Donc bon, à la fin, c'est vraiment une question qui est propre à chaque boîte. Mais du coup, la grosse inconvénient d'avoir ces duos, ces trios, c'est que du coup, à chaque fois que tu veux représenter une entité, tu es obligé d'inclure les trois. Enfin, moi, je le vois par exemple au Codir, on est CTO et CPO. On n'a pas encore de Chief Design Officer. À chaque fois, ça fait des meetings énormes. Si tout le monde commence à faire ça, c'est super long, quoi. Et en plus, moi, je le vis des fois en tant que CPO, le fait je ne suis pas maître du résultat des objectifs qui me sont conférés parce que je dépends énormément de la tech et vice-versa. La tech dépend du produit, mais ça a aussi un côté frustrant des fois qui peut mener au désengagement. Donc je trouve que c'est vachement bien pour ça, pour toutes ces raisons-là, efficacité et pouvoir être accountable, tenu responsable d'eux, c'est bien d'avoir une seule personne. Okay. Ça c'est chouette. Mais par contre, si on en est venu là, je pense que c'est pas pour rien. C'est vraiment qu'il y a des compétences qui sont assez différentes quand même entre les différents camps, quoi.
Et j'ai tendance aussi à penser qu'il y a beaucoup de valeur qui naît dans la confrontation. Je pense qu'une personne ne peut pas représenter la vie globale, qu'il faut nécessairement des gens qui ont des polarités un peu antagonistes pour arriver à quelque chose de grand et que c'est dans la conciliation de ces choses-là qu'on y arrive. Donc je préfère avoir un CTO super sur la partie, tout ce qui est technique, un CPO super sur la partie produit, éventuellement un CDO et les faire bosser en équipe. Oui, parce que je force le trait, mais si je descends d'un cran ce que vous venez de dire, finalement, pourquoi vous avez des lead tech dans vos équipes? Exactement, tu peux le mettre Tu partout. peux avoir un PMTO. Et ça, on en vient quand même. Hein. Il y a 20 ans, c'était des product managers, ils étaient aussi des managers des équipes techniques, des développeurs, c'était que des anciens développeurs. C'est pour ça que je dis ça, j'ai on a l'impression cassé qu'on ce peut truc-là. faire une espèce de petit retour Non, en parce que arrière je pense avec un que c'est une titre question différent. C'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière où on posait la question est-ce que le produit est au marketing ou à la tech. J'ai l'impression qu'on est en train de faire la chose en arrière. Alors moi je suis complètement contre pour un peu sur le sujet. Voilà, on a un pour, un. Ça dépend, c'est la je bonne suis réponse contre. du Ça PM. dépend, le bon CPO qui négocie au board, ça dépend. Ok. Non, moi je suis pas du tout convaincu. Je pense que c'est vraiment des skills plus la boîte va grandir, plus c'est des orgs et des problématiques différentes, des people différents, des talents qui vont être différents. Mettre tout ça sous une même personne. Au final, c'est le CEO, quoi. Enfin, je veux dire, si on revient. À la fin, ça peut à être la le fin du CEO, fin, je suis quoi. assez d'accord. S'il y a une personne qui est responsable de tout, c'est le CEO, mais je pense qu'on a vraiment deux orgs qui, même si elles collaborent hyper fréquemment ensemble, ont des problématiques hyper différentes. En tant que PM, généralement, je ne me pose pas trop des questions d'architecture hyper compliquées pour faire tourner X ou Y quand ça ne me concerne pas directement. Pourtant, j'espère vraiment qu'il y a une org qui va y penser au quotidien, qui va remonter ça. Et après, en effet, ce que tu finis, c'est la collaboration de ces gens-là qui est intéressante. Une seule personne. Déjà, un PM, je trouve que c'est un mouton à 5 pattes, alors un CTPO. Moi, je pense que c'est vachement contextuel. C'est-à-dire qu'effectivement, dans notre C'est bien, contexte, fais une à Screen- synthèse un peu. Non, mais dans notre contexte on à se quitte Screen, bons en amis. fait, tu dis, je ne me pose pas des questions sur l'architecture, mais pour moi, à Screen, une décision sur l'architecture influence énormément la direction de prendre le produit et vice-versa. Donc, en fait, mettre les deux complètement à part, et il y a une chose qui n'est pas résolue, et je pense qu'il va se résoudre dans l'année qui arrive, là, c'est effectivement, est-ce que cette personne, à elle-même, peut faire scaler l'organisation produit? Donc, est-ce qu'il y aura un VP produit? Est-ce qu'il y aura un director of product? Donc, quelqu'un sous cette personne, mais qui vraiment organise la partie produit. Ça, c'est des choses encore irrésolues. Mais en tout cas, que le leadership de cette équipe soit produit technique, pour moi, ça n'a que des avantages. Mais à Screen, après, si je prends un site, un service beaucoup plus business-oriented, je serais sur mon Comme compte. Mais c'est là qu'on en revient à la question de Exactement. l'outil tech pour développer, c'est que ça dépend C'est la conclusion. Petit Pour moi, tech c'est pour parfait. développer Je suis le ravi. produit. On a perdu 45 minutes, du coup, on revient au début. Petit tech pour être De product moins en moins avec le no-code. Pour être product manager, du coup, ça dépend 100% de quoi la boîte a Exactement. besoin de réussir à l'instant T. Ouais. Et du coup, je pense que c'est valide pour donner un exemple concret. Il y a des boîtes qui font du copycat. Donc, il y a très peu d'enjeux produits. L'enjeu produit, c'est d'aller le plus vite possible pour faire la même chose que les autres. Et dans ce cas-là, très bien, prenons un CTPO qui a plutôt la composante delivery. Prenons un VP product qui va manager plutôt la partie design et l'exécution. Et dans ce cas-là, ça a énormément de sens. Par contre, il y a beaucoup de boîtes, et c'est le cas de la nôtre, qui ont besoin des deux de manière pointue pour réussir. Et dans ce cas-là, ça a plutôt du On sens a de faire plutôt comme ça. 2-1 quand même. Je renote sur ma feuille de score. Je sens que t'étais neutre tout à l'heure, mais là, tu es quand même plutôt en faveur de Je deux pense postes. qu'il faut voir aussi la séparés. taille des entreprises. Screen, Exactement. aujourd'hui, vous êtes combien? On est 70, là, on va passer 70. On passe les 70 aujourd'hui. Ça joue aussi sûrement. Non, mais c'est une question de stade, de personne, d'enjeu. Ce que je te dis là sera plus valide dans 6 mois, 1 an, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, au stade où on en était en avril dernier, ça a que j'ai vu que des positifs. Bon, on va s'arrêter là, messieurs. Merci beaucoup. Et je suis sûr que ça va susciter plein de questions. À fond. Et d'ailleurs, on C'est pour ça va. qu'on est polarisé. Voilà, Exactement. on va se diriger dès maintenant vers la session live de Q&A, puisque là, pendant le talk, les gens ont pu poser plein de questions et on se retrouve tout de suite, tous les quatre, pour y répondre. Merci Après, beaucoup, messieurs. Après un Merci jeu encore Napping. pour l'invitation. Ça marche.